Bonjour chers amis d'Infomédia One, bienvenue sur votre chaîne désormais habituelle. Désormais j'aurai rendez-vous avec vous chaque semaine dans Infolivre. Infolivre se fera le plaisir de recevoir un auteur qui aura écrit un roman, un essai, une pièce de théâtre, un conteur, une conteuse, un dramaturge. Tous ceux qui écrivent pourront venir faire la promotion de leurs ouvrages. Nous les recevrons avec plaisir sur Infolivre. Bonjour chers amis d'Infomédia One, bienvenue sur le plateau d'Infolivre qui reçoit aujourd'hui un auteur originaire du Congo qui vient de publier un ouvrage intitulé Papa Wemba, la voix de la musique congolaise moderne, contribution et odyssée. Ouvrage publié aux éditions L'Harmattan, et cet auteur, il est avec moi sur ce plateau pour parler de son ouvrage. C'est Monsieur Anissé Etou Nyanga. Bonjour Anissé. Oui, bonjour Monsieur Fonkana. Alors, vous venez de publier donc cet ouvrage sur Papa Wemba. Pourquoi avoir seulement porté votre choix sur Papa Wemba alors que le chant musical congolais est truffé d'immenses musiciens? Bon, avant de vous répondre, je voudrais quand même adresser mes salutations à tous ceux qui nous regardent, oui, tous ceux qui suivent l'émission, et j'en suis heureux. Bon, en fait, cet ouvrage est consacré et dédié à Papa Wemba, et cet ouvrage rend plus hommage à la musique congolaise dont Papa Wemba est un acteur. Voilà, un des éléments les plus prolixes, celui qui, comme on le démontre dans le livre, est actuellement le porte-étendard de cette musique. Pourquoi Papa Wemba? Parce qu'il a un cheminement caractéristique assez particulier qui le distingue des autres acteurs de la musique congolaise. Vous savez, la musique congolaise a pris son ampleur depuis les radiodiffusions de Brazzaville, de Radio Brazzaville, juste passé après, quand on avait dit que Brazzaville était la capitale de la France libre. Donc les Français ont laissé une radio à Brazzaville qui propageait et diffusait la musique sur tout le continent africain. Donc depuis là, la musique congolaise avait pris un essor important, et cet essor a été accentué par les apports de la musique de la rive gauche. Et donc voilà, c'est ainsi que parmi les éléments de la rive gauche qui ont donné les lettres de noblesse à la musique congolaise, il y a l'artiste Papa Wemba. Donc il est issu d'une famille modeste, on va dire, et puis il arrive à Kinshasa où il fréquente des chorales religieuses. Et comment se fait le saut dans le chant musical, on va dire, profane? Oui, c'est-à-dire, en fait, quand il quitte son village de Loubefou, il vient à Brazza, et je dis à Brazza, il vient à Kinshasa. Avec sa maman, il s'installe, et là, il participe à la chorale Saint-Joseph de Kinshasa. Mais en fait, son papa ne le prédestinait pas à ça. Son papa voulait qu'il fasse d'autres métiers. Papa mort très tôt, il est resté avec maman. Et donc, maman l'a laissé aller à la chorale parce qu'un enfant qui allait à l'église était un enfant qui était censé percevoir une bonne éducation, recevoir une bonne éducation. C'est ainsi que Papa Wemba, dans cette chorale, s'est déployé et a brillé. On a vu son talent. Il était celui qu'on appelait le rossignol de l'orchestre. C'était l'une des voix ténors de l'orchestre, de la chorale. Ensuite, par le cheminement de la vie, parce qu'en fait, dans le livre, on n'a pas trop insisté sur la fait biographique, on a voulu plus insister sur la fait analyse musicale. Et donc là, il rencontre Pépé Feli, il rencontre Nyokalongo Josa. Et donc, voilà, donc les trois, ils commencent à répéter, et c'est ainsi que Dv Mwanda vient autour, avec un certain nombre, puisque eux-mêmes, ils ont du mal un peu à nous resituer qui les soutenait pas. Bon, il y a des noms qui sont quand même
revenu, mais c'est Deve Mwanda qui, en fait, donne corps à tout ça. À l'orchestre Zaïko. Donc, Papa Wemba estime que la rencontre entre les trois avait eu lieu en novembre 69. Mais l'orchestre s'est produit la première fois en décembre 1969. Donc, juste se produire plutôt, avant le début de l'année, et donc rentrer en apothéose dans l'année 70 pour dire voilà ce dont nous on est capable de faire. On va dire que l'une des malheureuses particularités de l'espace musical congolais est que cet espace, ce champ musical est habité par pas mal de scissions. Oui. Des formations musicales depuis longtemps. Et 69 Zaïko, et quelques temps après, il y a une rupture. Oui. Bon, en fait, ce qui caractérise cette partie, c'est-à-dire que déjà pour bien comprendre, il faut savoir même que les premiers musiciens, les deux premières écoles communément citées, celle de Lucky Jazz et de l'Africa Jazz, en fait, au début, ce n'était pas vraiment structuré. Les musiciens se retrouvaient au studio autour de ce qu'on appelle une édition Goma à Kinshasa. Donc, ils enregistraient et ainsi de suite. Et donc, il y avait des gens qui venaient aussi de Brazzaville, dans les Nino Malapé, Jean-Serge Issou, Kouka Sodessa et autres, qui venaient là juste vraiment pour enregistrer aux éditions Goma. Bon, donc, le professionnalisme n'était pas encore né. Quand le professionnalisme dans la musique congolaise a commencé à se faire jour, aussitôt il y a eu des scissions parce que chacun voulait pouvoir gagner sa vie et estimait que le chef, donc c'est ainsi que Kabasele a vu Rochereux et Nico partir, Franco a vu Kwame et comment on appelle Vicky Longomba partir. Donc les Zaïko Langalanga, en plus, et bien pendant ce temps, quand les Zaïko Langalanga se forment, les deux premières écoles se sont déjà professionnalisées. Donc, les musiciens de Zaïko Langalanga, en ce moment-là, sont encore considérés comme des amateurs. On disait même un orchestre à Tétamar. Mais dès que la patte du gain a commencé, le problème de leadership s'est posé. C'est ainsi que Evoloko, qui avait la faveur des médias, crée la première frange de scission, donc celle qui allait créer l'Issifilokole. Donc, scission au niveau de Zaïko Langalanga, qui conduit à la création de Issifilokole. Voilà. Et qui sera suivi par Yoka Lokole. Voilà. Mais je voudrais d'abord revenir à la partie Issifilokole. Parce que c'est à partir de ce moment-là que Wemba commence réellement à se transcender. Wemba commence réellement à se transcender. Et donc, quand on dit, il fait des apports d'instruments tels que le Lokole, c'est à partir de ce moment-là qu'il commence à se transcender. Il demande donc à ses collègues d'introduire des instruments traditionnels dans la musique que l'on prenait pour moderne. C'est ainsi qu'il y a l'introduction du Lokole dans la musique de la troisième école. Ensuite, Wemba s'en est allé, il y a eu aussi des divergences avec Evoloko, il allait créer le Yoka Lokole. Après le Yoka Lokole, il est allé, donc le Yoka Lokole, il y a eu des divergences avec ses collègues aussi, il est allé. Donc là, maintenant, il a dit, je ne peux plus rouler en équipe. Maintenant, il faut que je fasse un choix de carrière où je serai le chef, le leader. C'est ainsi qu'il crée Viva la Musica. Mais en fait, au début, c'est Viva la Musica de Fania All Star. En fait, là... Et ce choix, il le fait en quelle année de décider de prendre le leadership d'un groupe? Ce leadership, quand il le fait, ça, c'est dans l'année 77. C'est dans l'année 77 que lui, il décide de créer l'orchestre Viva la Musica. Et il est suivi par qui? Quand il va former l'orchestre Viva la Musica, en fait, il n'est suivi par aucun musicien de renom. Il prend des jeunes talents, et dans ces jeunes talents, il y a quand même Espérant, Djengaka, qui lui avait déjà fait carrière dans les tableaux nationaux, dans d'autres orchestres, qui est venu, qui a apporté son expérience. Mais à l'époque, il n'était pas médiatisé, on ne le connaissait pas. Mais il avait déjà une expérience. Alors que les autres n'avaient pas d'expérience, ils sont façonnés par Wemba, parce que ils venaient dans l'aventure. Il n'y avait personne à l'époque
de renom qui pouvaient suivre Wemba parce qu'en moins de combien de temps il avait quitté le Zaïko, il a quitté Isifi, il a quitté le Yoga Lokole, donc les gens ne voulaient vraiment pas. Il a pas mal bougé. Voilà, il a pas mal bougé parce qu'il se cherchait. Voilà. Et est-ce que le tempo musical qui va impulser en créant sa structure Viva la Musica, est-ce que c'est le même rythme qu'il ramène de Zaïko et puis des formations précédentes? Voilà. Structurellement, ça ne bouge pas. En fait, mais c'est dans les arrangements. C'est dans les arrangements, dans la manière de rendre les mélodies, la manière d'exprimer les choses et la manière de se comporter aussi. Hein, parce que quand il crée Viva la Musica, il n'y a pas seulement que la musique. Derrière Viva la Musica, il y a une forme d'éthique. Il y a une forme... comment on appelle ça, d'idéologie que l'on véhicule, l'idéologie de Mwana Molokai, donc l'idéologie des enfants qui doivent être fiers, bien habillés, qui avaient des apparats et autres. Mais structurellement, le tempo de la batterie reste... Vous savez, l'histoire de la troisième musique, c'est assez paradoxal. Hein? C'est quand Zaïko va faire un concert à Pointe-Noire, ils empruntent les chemins de fer du Congo-Océan. Ils arrivent à Pointe-Noire, déjà en partant, tout le monde dormait dans le train et donc comme il faisait nuit, ils se sont dit de s'accorder une séance de répétition avant Pointe-Noire. Et donc ils ont accordé le tempo de leur rythmique avec la locomotive. Voilà, du train. Et donc c'est à partir de ce moment-là qu'il y a le son que Méridieu, qui était le batteur, qui s'exécuta. Mais la légende veut que pendant qu'ils sont à Pointe-Noire, quand ils ont adopté celui-là, c'est ce moment-là que la maman de Wemba décède. La maman de Wemba décède pendant qu'ils sont à Pointe-Noire, quand ils ont fini de créer ça. Et donc, ils rentrent aussitôt à Brazzaville. Et ils repartent par Kinshasa parce qu'il fallait aller enterrer la maman. Et donc, voilà un peu comment l'histoire se met en place autour de Wemba. Et voilà. Et donc, Viva se met en place avec à sa tête Wemba. Et là... le succès arrive quand même. Oui. Le succès arrive, non seulement il arrive parce qu'il y avait de l'innovation. Les chœurs ont changé. Hein. La manière de faire la musique a changé. Et surtout le succès arrive parce que quelque part aussi, non seulement il y avait l'idéologie Molokai, mais le succès arrive parce que il y avait aussi des producteurs qui l'ont soutenu. Et ces producteurs, c'était non de moindre, on parle de l'homme Makia du Franco, on parle de pas mal de personnes. Donc, quand le succès arrive, en ce moment où il m'a dit je ne peux pas m'arrêter à si bon chemin, donc il a joué à sa musique cette histoire d'idéologie véhiculée par le pouvoir d'État. C'est-à-dire, on parlait du recours à l'authenticité. Et donc, à ce moment-là, Wemba se fait passer pour le chef coutumier du village de Molokai. Le village Molokai, un village virtuel qu'il crée dans son quartier, en prenant les noms de certaines rues. Et il en est le chef. Donc, à partir de ce moment-là, tout passe par le recours à l'authenticité. À partir de ce moment-là, le pouvoir en place ne pouvait pas le rejeter. L'opposition aussi ne pouvait pas l'instrumentaliser. Donc voilà, il fait son petit bonhomme de chemin. Et il y a des plateaux de télévision qui lui sont ouverts. Et donc il passe régulièrement sur les médias. Il passe régulièrement à la radio d'ailleurs. Et donc... aussi. Voilà. Et à l'époque aussi, il ne faut pas l'oublier, au grand marché de Kinshasa, c'est-à-dire qu'il y a des émissions radio qui passaient au marché. C'est-à-dire qu'ils ont été mis des porte-voix, des haut-parleurs. Donc quand ça passait à la radio, et évidemment au marché on entendait. La population pouvait et donc, suivre. Voilà, c'est le succès. Arrêtons-nous un peu à Anissé et Tunyanga à... la venue auprès de Papa Wemba de Stravos Niarchos. Elle se fait comment cette... En fait, ces deux amis, Stravos Niarchos, en fait, il est originaire de Kinshasa, alors que Wemba, lui, en fait, il est originaire de Lubifu. Et c'est du Kasaï. Donc ils se sont rencontrés à Kinshasa et Stravos Niarchos étant un fils de Bateki. Donc les propriétaires forcés de Kinshasa, ils avaient tout un domaine qu'on appelait comme Mombele. D'ailleurs, Niarchos s'appelle Adrien Mombele. Donc c'était à son papa. Et donc voilà, c'est comme ça, fréquentant, qu'ils se sont rencontrés. Et donc
Niarchos, lui, par contre, n'était pas musicien dans l'âme, même s'il aimait la musique. Mais lui, c'était quelqu'un qui aimait se déplacer un globe trotteur. Et alors, il a quitté Kinshasa pour venir à Brazza. Mais entre-temps, Niarchos avait rencontré aussi un Brazzavillois qui était allé à Kinshasa, qu'on appelle Kokowaya. Et donc, voilà, c'est ainsi que tous ces compères-là viennent à Brazza, au Grand Cas. Il y avait un club de nuit qu'on appelait le Grand Cas. Et donc là, ils ont fait leur connaissance avec les jeunes de ce milieu, du Grand Cas, qui étaient des sapeurs. Et donc voilà un peu l'origine de la sape dans la musique de Papa Wemba. Et après, Niarchos est venu en premier en Europe. Et Papa Wemba l'a suivi. Donc c'est là où il y a eu la fameuse production de la chanson culte Matebo. Il y a eu les Champs-Élysées, et voilà, dernier coup de sifflet et autres. Et donc Wemba, il se lance avec sa structure. Il traîne des jeunes qui font la route avec lui. Et puis le succès arrive assez rapidement. Donc il occupe l'espace médiatique et après s'ouvre à lui la route pour l'étranger. Oui. Bon, en fait, lui, quand il fait déjà le premier voyage, il fait un premier voyage en Europe et à son retour, il inculque à ces jeunes qu'il faut repartir en Europe pour avoir des solides bonnes bases de travail, des studios modernes d'enregistrement et tout. D'ailleurs, l'opus Matebo a un peu servi à ça. Mais tout ça aussi, ça va que dans Matebo, il y a l'attrait du rêve européen. Il faut aller en Europe, voir les greffes sur place où ça se produit. Et donc, Papa Wemba, quand il chante Matebo, il suscite à la jeunesse congolaise la volonté d'éveil d'aller en Occident. Cette jeunesse congolaise, depuis longtemps brigandée par les idéologies communistes au Congo et à Brazzaville et les idéologies du recours à l'authenticité, de trouver passer à Kinshasa. Il y avait d'ailleurs un article assez célèbre, débrouillez-vous, l'article 15, débrouillez-vous pour donc vivre. Les jeunes se disent, bon, s'il faut se débrouiller, ici il n'y a plus d'espace, aller ailleurs. Et donc, quand ils arrivent en France, ce qui se passe quand ils arrivent, en Belgique, il y a eu l'affaire de Kolwezi, quand les ex-gendarmes Katanga a attaqué Kolwezi. Donc Mobutu avait demandé au gouvernement belge de serrer un peu la vis sur les ressortissants politiques zaïrois de l'époque. Mais comme Giscard voulait avoir la même mise sur le territoire zaïrois, les Allemands voulaient, à partir de Zaïre, faire des lancements de fusées, parce qu'on leur avait réservé un territoire pour les lancements de fusées. Donc ils ont ouvert la France à la communauté, en fait la France et l'Allemagne, à la communauté zaïroise. Mais bon, comme il y avait des problèmes de barrière de langue, il était plus facile pour les Zaïrois de s'installer en France. Et après, de temps en temps, comme il y avait aussi une forte colonie en Belgique, repartir facilement en Belgique. Donc voilà ce qui se passe. Quand Papa Wemba émigre, c'est ainsi qu'il peut rester longtemps en séjour en France, pratiquement, comme on dit, même sans titre de séjour, parce qu'à l'époque, c'était possible. Et bon, lui, il est musicien, pour lui, les citoyens du monde, il vient, il repart. Ce n'est qu'après que cette donne existentielle fait qu'il est obligé de s'installer. Avec son groupe. Son groupe, il demande à ces jeunes de venir ici en France et tout le monde vient. Mais très tôt, il y a eu aussi des problèmes parce qu'ils se sont rendus compte que par la musique seule, ils ne pouvaient pas gagner leur vie. Donc chacun allait essayer de travailler ailleurs pour gagner quelque chose parce qu'il y avait la famille qui était là-bas. D'ailleurs, Reddy Amis, il explique bien dans sa chanson d'Aruzonga, il dit à sa femme, bon, je suis en France pour la quête du bonheur, mais bientôt je vais revenir. Et il est magistralement accompagné par Wemba qui ponctue d'un trémolo extrêmement raffiné. On sait que les Mabanga c'est un phénomène assez récent, mais à l'étude de l'œuvre de Papa Wemba, on se rend compte en fait qu'il a eu très tôt une espèce de reconnaissance ou bien de déclaration forte d'amitié à ses amis. Et très tôt, début des années 80, on retrouve déjà dans ses chansons ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui Mabanga. Donc lorsqu'il parle de l'enfant mystère, le regretté enfant mystère, les Iséis et les Charlie Mboyo, les Mères Malou et autres. Est-ce qu'on peut dire que ce fut
précurseur en la matière? Oui, bon, la réponse est un peu mitigée. La réponse est un peu mitigée parce que Papa Wemba, quand il le fait, ou même les échos quand ils le font au début, ou même les Rochereau, tout ce monde-là, c'était plus par signe d'amitié, de reconnaissance à quelqu'un qui avait une influence sur l'œuvre chantée. Oui. Mais le phénomène Mabanga a aujourd'hui deux aspects. Le premier aspect, on peut le définir, ce phénomène, pour nos amis. En fait, c'est la profusion des noms qu'on cite dans les chansons, à tous azimuts. Le chantre, celui qui fait ça, alors là, de manière extraordinaire, c'est Kofi. Vous cassez le souffle sans que ce soit péjoratif. Dans chaque album, il ne cite pas moins de 300 noms. Donc, à écouter. Et en contrepartie? En contrepartie, ils reçoivent des sous. Les gens donnent des sous. Et d'ailleurs, ce phénomène-là... C'est une espèce de publicité d'un tiers. D'un tiers. Ou d'un magasin. Voilà. Oui, tout ça. Mais il faut comprendre que ce phénomène-là débute réellement, tel que nous le connaissons, avec les Zaïko Langalaka. Ça, beaucoup de monde l'ignore, c'est dans la chanson Sandraline. Quand il commence l'album de Sandraline, il y a des gens qui font des chœurs entiers à Paris. Pour donner l'argent au musicien de Zaïko, juste avant l'enregistrement d'une œuvre, pour être sûr que leur nom soit cité. Voilà. Donc, le phénomène Mabanga, là, c'est le côté dédicace. En français, ce que nous on dit, le côté dédicace. Mais en fait, quand on dit le phénomène Mabanga, en lingala lui-même, c'est des pierres que l'on jette contre les gens, ça pour apostropher le phénomène. Donc ça commence, l'apogée de ça. Il y a eu deux moments clés. Franco contre Kwame, l'un dans Course au pouvoir, et l'autre dans Faux millionnaire. Kwame voulait prendre les rênes de Rock Jazz, Franco ne voulait pas, il a évincé, et Kwame dit, mais celui-là qui m'évince, il se dit, millionnaire, en fait, à la banque, il n'y a rien. Donc voilà d'où est à peu près réellement parti le phénomène de Mabanga. Bon, maintenant, le Mabanga a un peu changé. Maintenant, le Mabanga, c'est plus les dédicaces. Donc, voilà. Mais dans Franco... Dédicace monnayée. Dédicace monnayée. Dans Franco, le Mabanga avait des vertus moralisatrices. Quand Franco, par exemple, fait la chanson Tailleur, il s'adresse aux subalternes qui veulent s'arroger la part de Dieu en disant qu'ils sont chefs. Donc, essayez un peu de tempérer vos ardeurs. Voilà. Donc, c'est ce qu'un peu Franco voulait dire. D'ailleurs, la grosse satire, c'est Mario. Mario, c'est connu de tout le monde. Voilà. Donc, chanson mettant en lumière un gigolo, on va dire. Voilà. Là, Wemba, par exemple, il fait la chanson Mésentone. Donc là, il est aussi dans la même lignée que le Franco, dans l'aspect premier de Mabanga. Mais dans l'aspect monnayé de Mabanga, lui aussi, il a suffi. Si vous prenez une chanson comme À la Une, dans cette chanson-là, nous avons bien compté, il ne cite pas moins de 71 noms. Pour un morceau qui dure 7 minutes. Donc, ça fait que pratiquement toutes les secondes, il y a quelqu'un qui sort du chapeau. Voilà, il y a quelqu'un qui sort du chapeau. Et il paraît que ces sous-là leur permettent très souvent de réaliser la production d'un album. Voilà. C'est ça, quand ils rentrent dans les studios, ça coûte cher. Très cher. Donc, si ils font la publicité avant, il y en a qui vont même dans les milieux politiques, c'est un secret pour personne. Et voilà, comme ça, ils peuvent produire et avoir déjà largement amorti, rien que avec l'argent de Mabanga. Alors, dans votre ouvrage, vous en venez après à la partie internationale de la production de Papa Wemba. C'est une partie assez importante dans la carrière de l'artiste. Bon, dans cette partie, en fait, c'est la partie qui fait qu'aujourd'hui, il est considéré comme le porte-étendard de notre musique sur la scène internationale. En fait, quand lui, il repart au Congo, après au Zaïre, si vous voulez, après son premier voyage, il s'était donné des paris. Il dit, moi, il faut que je rentre dans les grands studios, que j'enregistre avec les grands musiciens et autres. C'était celui que
il se rapproche de Manu Dibango. Mais Manu Dibango, en tout temps, dans ses rangs, avait un jeune musicien qui démarrait qui s'appelait Loko Kwanza. C'est Lokwa Kanza. Voilà. Et donc, Lokwa Kanza, Manu fait rencontrer Wemba Lokwa Kanza. Et là, c'est la chanson Show Me the Way de Lokwa Kanza. Donc, Wemba enregistre cette chanson et donc c'est le boom international. Et donc, à côté de ça, il reprend la chanson de Otis Redding, Fa 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 Fa, qui fait un tabac dans le pays anglo-saxon. Sa notoriété. Une collaboration avec Peter Gabriel. Avec Peter Gabriel. Bon, là en fait, la collaboration managériale, si vous voulez. Mais artistique, Peter Gabriel n'est pas dedans. Peter Gabriel parraine la maison Real World. Oui. Donc voilà, mais c'est plus avec Monsieur Maisonnier qu'ils ont travaillé avec tous les musiciens, dont le fils de Francis Bébé. Ils ont travaillé pour l'élaboration du... Oui, Anissé et Tunyanga. Papa Wemba, donc, sur le plan international, hein, il suit une très belle carrière et puis il va passer par des salles mythiques quand même. Oui, Papa Wemba, bon, en fait, il est passé dans la salle mythique, citant l'Olympia, là où son idole Rochefort était passé. Pour lui, c'était la réalisation des rêves d'enfance. Il est passé au Zénith et c'est là qu'il nous a fait ce que moi et certains considèrent comme le concert le plus époustouflant de la musique congolaise. Son deuxième Zénith, là où il présente le Feti Feti. Et puis il passe a fait le New Morning aussi. Voilà. Il passe à Bercy. À Bercy, il présente Papa Wendo à tout le monde. Papa Wendo était d'ailleurs en larmes. Et après, il fait le New Morning. Et là, encore, c'est un concert où on entend des solos de batterie, des solos de djembé, des solos de basse. Donc, vraiment, avec deux choristes qui ont été vraiment superbes. Super. Donc, voilà. Mais bon, la scène internationale de Papa Wemba a un élément que nous ne devons pas oublier, c'est l'influence qu'il a eue au Japon. Le Japon, c'est comme on dit, un pays qui, culturellement, de premier abord, pouvait passer comme étant un pays hermétique. Mais quand Papa Wemba revient du Japon, il y a des jeunes japonais qui le suivent juste à Kinshasa. D'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, il y a une percussionniste du nom de Keiko qui est toujours intégrée à la formation Molokai de Papa Wemba. Donc, il ne fait pas que la scène internationale pour faire la scène internationale pour qu'il ait des sous. Bon, ça c'est normal, hein, les retombées financières, mais c'est pour surtout transmettre nos valeurs culturelles, nos éléments essentiels de nos coutumes. Quand il rentre en concert, par exemple, à Bercy, quand vous voyez ce qu'il fait, la première partie du concert, quand les danseuses sont en scène, c'est autre chose, c'est un autre élément de notre culture. C'est-à-dire, on met en valeur nos danses folkloriques, on met en valeur nos manières de faire, nos traditions. C'est-à-dire, Papa Wemba ne vient pas seulement chanter pour chanter, mais il emmène avec lui. D'ailleurs, TF1 qui rendait compte du concert de Bercy de Papa Wemba avait dit Papa Wemba a amené tous les sorciers d'Afrique à Bercy. Donc, c'est pour dire comment l'image était forte. Mais parce que bientôt on va terminer, je voulais dire un petit mot. Il y a un message quasi universel. Bon, c'est pas spécifique à Papa Wemba, mais c'est un message d'amour que Papa Wemba ne cesse. Quand vous voyez ce qu'il a chanté pour sa femme, il a chanté Mère Amazon, là, il a encore fait. Il a chanté Mère Malou, il a chanté Niarkos, il a chanté tout ce monde-là. C'est pas parce qu'il voulait tout seulement les chanter, il voulait transmettre un message d'amour. Et d'ailleurs, il a été corroboré par ça, par Papa Wendo, à Bercy, qui disait les jeunes, il faut vous aimer les uns les autres, que notre pays vive dans la fraternité et qu'il y ait une paix durable et éternelle dans nos pays. Et surtout, ne vous laissez pas entraîner par le plaisir quotidien de la vie, soyez sages dans ce que vous faites. Donc voilà, ce sont ces messages. Mais récemment, Papa Wemba, bon, depuis un moment, hein, parce qu'il est le seul musicien, quand je dis le seul, bon, on ne sait jamais, peut-être qu'on n'a pas tout écouté. Mais quand il y a eu la lutte contre l'apartheid, Papa Wemba est le seul musicien du terroir qui a chanté et il a créé la chanson Esclave pour dénoncer ce qui se passait à l'apartheid. Depuis un moment, il a fait Congo, Nabiso Moko. Là, il vient de faire aussi africain, des chansons à relance et à vocation panafricaniste. Et ça, c'est pas donné à tout le monde.
Mais signalant qu'il vient de sortir Maître d'école, son nouvel album qui marche plutôt bien. Et quelle est son actualité l'actualité récente, il est passé, il est passé là sur Paris, et donc il continue de faire la promotion de Maître d'école, qui marche pas si mal, avec des clips d'excellente qualité. C'est pratiquement, à des moments, on se dit même que c'est des films. Vraiment, la réalisation impec. Pour ceux qui n'ont pas vu ces clips-là, je leur dirais d'aller les voir. Et surtout, je leur conseillerais, s'ils veulent approfondir la question sur Papa Wemba, de se référer au livre, qui est édité aux éditions L'Harmattan, Papa Wemba, la voix de la musique congolaise moderne. Ils peuvent commander le livre, ça leur sera... Ils réceptionneront 2 jours après commande. D'accord. Ben, merci bien Anissé et Tunyanga d'être venus sur notre plateau d'Infolivre pour nous parler de cet ouvrage Papa Wemba, la voix de la musique congolaise moderne, contribution et Odyssée, publié chez L'Harmattan. Merci beaucoup. Sans aller moi aussi dans le Mabanga, je voudrais quand même remercier ceux qui m'ont permis d'être sur le plateau. Donc vous, monsieur Franck Kana, monsieur Junior, madame Yalala et monsieur Mfouba. Donc merci. J'espère que le livre va faire un bambou de chemin et que le livre est là pour nous argumenter sur la musique congolaise. Moderne. Chers amis, merci bien. Nous étions donc avec Anissé et Tunyanga, un auteur qui vient de consacrer un ouvrage de 269 pages publié aux éditions L'Harmattan et intitulé Papa Wemba, la voix de la musique congolaise moderne, contribution et odyssée. Voilà tout pour aujourd'hui. Nous nous retrouverons prochainement, chers amis, dans un autre numéro d'Infolivre. Et restez fidèles au programme d'Infomedia One. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis d'Infomedia One, bienvenue sur votre chaîne désormais habituelle. Désormais, j'aurai rendez-vous avec vous chaque semaine dans Infolivre. Infolivre se fera le plaisir de recevoir un auteur qui aura écrit un roman, un essai, une pièce de théâtre, un conteur, une conteuse, un dramaturge. Tous ceux qui écrivent pourront venir faire la promotion de leurs ouvrages. Nous les recevrons avec plaisir sur Infolivre.